Elles ne partageaient pas forcément les mêmes combats, elles luttaient dans des pays parfois très différents. Elles ont pourtant toutes été victimes d'un même crime, le féminicide politique. Marielle Franco était le visage du renouveau de la gauche brésilienne et la voix des activistes des droits de l'homme. Cette voix s'est tue mercredi soir vers 21h30, touchée par plusieurs balles. L'idée, c'était de prouver l'existence d'un crime qui aujourd'hui n'est pas connu, c'est-à-dire le féminicide politique. Et donc, du coup, le fait de tuer une femme parce qu'elle est une femme et également pour sa cause, en fait. Oui. Et donc, on a commencé par faire l'extraction de ces noms en partant sur deux points importants, enfin 3 en l'occurrence, femmes militantes assassinées. On est arrivé à 287 noms depuis 2010. On a commencé en 2010 parce que c'est la date du premier rapport de l'ONU qui va vraiment dire ok, les femmes défenseuses des droits subissent des violences spécifiques et il est temps de s'y attarder, quoi. Labour MP Jo Cox, she was shot and stabbed just over here. The investigation is ongoing. We don't know that much about the man who's been arrested, a man called Tommy Meyer. What we do know is he has a history of mental illness and also an interest in the far right. Je travaillais sur le cas de Jo Cox, donc, qui a été assassiné en 2016 par un militant, un terroriste néo-nazi. Dans la pensée néo-nazie, il y a eu de nombreuses études qui ont montré le biais misogyne évident qu'on retrouve dans cette idéologie-là. Et dans le passage à l'acte, il y a des éléments qui nous permettent de dire qu'il y a le motif genré. Par exemple, la députée n'a pas été assassinée simplement, entre guillemets, elle a été rayée de la carte, enfin massacrée. Découpée en morceaux, défigurée à l'acide, énucléée. Et ça représente, vous avez dit, 43% des victimes que vous avez identifiées. Par exemple, il y a un cas au Brésil, elle est tuée en même temps que son mari et un ami. Les 2 hommes vont être tués d'une balle. Elle, on va l'égorger, en plus. Il y a un objectif politique dans le fait de overkiller, c'est-à-dire qu'on est non seulement là pour tuer une personne, mais on envoie un message aux héritières, c'est-à-dire aux futures femmes qui voudraient prendre le relais, relever le flambeau de la lutte, mais également à la communauté, c'est-à-dire voilà ce qui vous attend si vous-même vous continuez le combat. Amis du café, amis de la police, amis du travail bien fait, nous avons 3 invités qui, avec 7 autres personnes, ont bien travaillé. Voilà. Féminicide politique dans le monde, alors c'est compliqué à comprendre parce que Femmes à abattre, qui sont nos invités, c'est pas un collectif, c'est un sous-collectif du collectif YouPress. Bon, on essaiera d'aborder cette question-là, qui fait quoi exactement dans leur truc. C'est une enquête, la première enquête internationale sur les crimes genrés, sur les féminicides politiques. Presque 300 victimes identifiées et une centaine assurément identifiées comme féminicides politiques. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, bonjour. Alors que je ne me trompe pas, à gauche Hélène. Alors Hélène, peut-être qu'il faudrait bouger un tout petit peu, si c'est possible, la caméra pour qu'on voit mieux parce que... Ah ouais, voilà. Ouais, là c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Hélène, alors toutes les 3 vous êtes journalistes. Hélène Molinari, Leila Minagno, c'est ça, hein, le tilde C'est sur le premier, Mignano. Ah, ça y est, c'est 7 ans d'espagnol. Aïe, la fecha de hoy es. Ok, alors Leila, bonjour. Et Anne-Laure qui est au centre. Voilà. Alors, l'une des 3 m'a fait remarquer, elle me dit, quand elle était en régie, mais il y a écrit Barbou sous votre nom. Et j'avais pensé qu'en effet, on pourrait croire que c'est mon nom. Mais non, ce n'est pas mon nom. Comment allez-vous toutes les 3 ? Ça va bien. Ça va bien. Ça y est, c'est lancé après des années de boulot dans l'ombre. Exactement. Ouais. Des années, des mois de travail, enfin en une. Donc on est très, très heureuse et très touchés, je pense. Déjà des retours ou pas ? C'est-à-dire, on a eu plein de retours. Oui, mais quel genre de retour ?
Alors, il y a Nicolas Mathieu qui nous a mis dans sa story Instagram. Donc, du coup, on était contente hier. On a eu des relais presse, pas mal. Hier, on était à la télé. On a été repris dans plusieurs sites. Que dire d'autre? Enfin, c'est assez récent, mais voilà. On peut dire aussi que la parution a déclenché plusieurs dons sur notre cagnotte. Donc je pense que les gens se disent qu'il faut continuer de nous encourager et c'était un soutien pour le coup inattendu. On ne s'attendait pas à cet effet-là, mais ça montre qu'on a touché au bon endroit, je pense. Le site, je pense que Uriel va le mettre dans le chat, c'est femmesabattre.com, tout simplement. Oui. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Qu'est-ce que vous avez fait pendant des mois, sans rien dire à personne, pour tout d'un coup sortir ces chiffres qui sont terrifiants et ces témoignages qui sont complètement fous, parce que parfois la nature des crimes, on va en parler, est complètement folle. Comment vous pourriez résumer votre travail? Alors pour le résumer en quelques mots, l'idée c'était de prouver l'existence d'un crime qui aujourd'hui n'est pas connu, c'est-à-dire le féminicide politique. Et donc du coup le fait de tuer une femme parce qu'elle est une femme et également pour sa cause en fait. Oui. Il y a deux raisons. Aujourd'hui quand on décrit un assassinat politique de femmes activistes, on parle simplement de sa cause. Or il se trouve qu'en enquêtant sérieusement, on peut se rendre compte qu'il y a souvent des motifs genrés qui apparaissent derrière. Ça veut dire l'assassin peut derrière, un assassin néo-nazi peut être motivé pour tuer cette femme parce que elle va défendre la cause des migrants, mais également ce qui va le heurter, c'est que ce soit une femme qui prenne la parole. Donc du coup, je pense effectivement à l'histoire de Jo Cox que Anne-Laure pourra vous... donc la députée britannique assassinée en 2018. Et donc du coup effectivement il y a et on va jamais chercher la cause genrée, et pour nous c'est ce qu'on a fait en fait pendant 3 ans sur une base de 300 assassinats politiques. On a été chercher à chaque fois s'il y avait des motivations, des modes opératoires et des impacts genrés dans chaque assassinat. Pourquoi... Et c'est Hélène et Rugiata, les data journalistes qui ont travaillé pendant des mois, voire des années sur la base de données en faisant une analyse méthodique des cas. Je sais pas, Hélène, si tu... Ouais, effectivement, en fait, quand on est parti de cette hypothèse, de cette intuition, à la base, on avait des bases de données qui existaient déjà faites par des ONG, mais alors il y avait AWID et le HRD Mémorial. AWID, c'était spécifiquement les femmes des femmes mortes et qui étaient militantes. Et donc nous, on a extrait de ces bases de données. Le HRD, c'est les militants assassinés, mais hommes, femmes, personnes non binaires. Enfin, c'était tout le monde. Et donc on a commencé par faire l'extraction de ces noms en partant sur deux points importants, enfin 3 en l'occurrence: femmes, militantes, assassinées. Et puis petit à petit on a affiné, on a complété cette base de données avec des noms qui apparaissaient dans des rapports, des noms qui apparaissaient dans des interviews qu'on faisait au fur et à mesure avec des chercheuses, des survivantes, des militantes toujours en lutte. On est allé voir d'autres bases de données comme la base de données Remembering Our Dead de Trans Lives Matter. Et puis petit à petit, voilà, on est arrivé à 287 non, depuis 2010. On a commencé en 2010 parce que c'est la date du premier rapport de l'ONU qui va vraiment dire ok, les femmes défenseuses des droits subissent des violences spécifiques et il est temps de s'y attarder, quoi. Et donc on s'est dit 2010 c'est pas mal, surtout qu'en fait on a travaillé qu'en source ouverte. Donc ça veut dire aller vraiment fouiller tous les internets et avant 2010 ça devient plus compliqué, donc on s'est dit que voilà, c'était déjà une bonne date, 2010-2022 pour 300 noms. Et sur ces 300 noms, une centaine, on a pu avoir suffisamment de sources
et donc de preuves que c'était des assassinats politiques genrés, des féminicides politiques. Et puis 200 autres où soit on a suffisamment de faisceaux d'indices, mais on n'a pas encore assez de sources pour confirmer, soit on a les premiers éléments de départ, mais on n'a pas assez de sources pour vraiment aller jusqu'au bout. Et donc, voilà, les doutes font partie aussi de notre base de données. Donc, à l'origine, vous êtes 3 journalistes, en fait, non, vous êtes 10 journalistes, c'est ça? 10 journalistes femmes, dans un collectif qui s'appelle YouPress. Peut-être qu'il faudrait présenter ce collectif. Alors, c'est un collectif qui a 15 ans d'existence, donc un collectif de journalistes indépendants. Là, on est dans nos bureaux du 13e. On est pigistes, comme on dit dans la profession. On travaille pour pas mal de journaux, dont Mediapart, comme vous avez pu le voir sur la publication du projet. Il y a 3 ans de ça, on a décidé, après une grosse déception, de prendre les rênes d'un projet nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, on avait déjà mené un projet sur le viol comme arme de guerre, un projet collectif avec d'autres personnes qui nous dirigeaient et qui nous payaient. Après une déception, on s'est dit qu'on allait peut-être essayer de le faire nous-mêmes. Et donc, du coup, on s'est lancé. C'est-à-dire que quand on a fait 3 ans de projet, ça a été aussi d'aller chercher de l'argent pour pouvoir financer le travail journalistique, financer le travail de terrain, parce qu'on vous l'expliquera. Là, on a parlé un peu de la data, mais il y a les journalistes qui sont partis effectivement dans différents endroits du monde pour pouvoir développer des cas en spécifique, le temps de travail, mais aussi le site internet, etc. Donc tout ça, ça fait partie de la partie gestion de projet de Femmes à abattre. Donc je sais pas, c'est YouPress en particulier, mais ensuite, voilà, tous les journalistes de YouPress ont rejoint le projet Femmes à abattre. Dont un homme, je me permets de le spécifier. Vous ne citez jamais un homme. C'est qui le coupable? Comment il s'appelle? Balancez son nom. Il s'appelle David Brégère. Mais c'est un David. Ok, j'ai rien à dire. Et de lui-même, il dit que le féminin l'emporte quand il y a une écrasante majorité comme ça. Bien sûr. C'était quoi votre déception, le projet qu'il faisait? Très clairement, après avoir fait ce projet, donc le groupe de producteurs a essayé d'embarquer tout seul notre projet, c'est-à-dire de nous le prendre. Et donc on s'est dit que, effectivement, on connaissait bien le syndrome Mafalda, c'est-à-dire que un groupe de femmes qui se fait prendre ses idées et on n'avait aucune intention que ça se produise avec nous. Et du coup, on a décidé de faire la chose nous-mêmes. Effectivement, on s'est mis des bâtons dans les roues parce qu'effectivement, quand on est pigiste, on est payé, on n'a pas besoin d'aller chercher des sous pour un projet et tout ça. Mais bon, on s'est dit que ce projet-là en valait la peine. Donc du coup, on s'est lancé. Alors, vous avez vu une question d'entrée de jeu. Je vous ai vu la regarder. Pourquoi je vous la relis. C'est Liolo qui vous demande pourquoi est-ce important de connaître l'interprétation de l'objectif de l'assassin, c'est-à-dire le fait que ce soit un féminicide politique, et comment objectiver cette interprétation puisqu'on n'est pas dans sa tête ou dans leur tête. Je peux me permettre de répondre, les filles? Ouais, vas-y. Alors, je peux prendre l'exemple que, par exemple, moi j'ai travaillé, j'ai travaillé sur le cas de Jo Cox, donc, qui a été assassiné en 2016 par un militant, un terroriste néo-nazi. Clairement, même si j'ai demandé une interview à l'assassin qui est incarcéré, l'important c'est comme le dit très bien la personne derrière Liolo, l'important c'est d'objectiver en fait ce qui part de quelque chose d'individuel à quelque chose de collectif. Donc par exemple, dans ce cas précis, il s'agit d'une personne qui a une pensée néo-nazie. Dans la pensée néo-nazie, il y a eu de nombreuses études qui ont montré le biais misogyne évident qu'on retrouve dans cette idéologie-là. Et dans le passage à l'acte, il y a des éléments qui nous permettent de dire qu'il y a le motif genré. Par exemple, la députée n'a pas été assassinée simplement, entre guillemets, elle a été rayée de la carte, enfin massacrée, c'est-à-dire qu'elle a reçu 15 coups de couteau et 3 balles à bout portant à la tête et au thorax, ce qui s'appelle un overkill. Un overkill, c'est on ne tue pas simplement, on surtue en gros.
Et ce biais-là, on l'a retrouvé dans 43% des cas de féminicide. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté de tuer la députée, il a voulu lancer un message. Et ce message, c'était il s'adressait aux personnes comme lui, comme on dit, des loups solitaires qui pourraient passer à l'acte aussi. En l'occurrence, plusieurs personnes ont tenté d'assassiner des députés ensuite, des députées femmes, en disant qu'elles allaient être jocoxisées. Et aussi, surtout, un message aux femmes de la vie publique, c'est-à-dire le cyberharcèlement, c'est une chose, mais derrière le cyberharcèlement, on est là. On est là pour vous menacer sur votre trottoir, devant votre maison, à la sortie d'une voiture, on sera toujours là. Et donc il y a eu une vraie vague de terreur chez les députés britanniques, mais aussi dans toute l'Europe, suite à cet assassinat. Donc l'objectivation, c'est le passage à l'acte et l'overkill, la pensée idéologique néo-nazie et misogyne, et les conséquences sur les autres femmes de la vie publique. Donc je ne sais pas pour les autres cas, mais c'est quelque chose qu'on a fait systématiquement, de montrer que c'est objectivement un féminicide politique dans l'intention du tueur, mais surtout dans les conséquences que ça a eu. La motivation n'est qu'un élément, en fait. Elle fait partie d'un ensemble d'indices, en fait, qui vont arriver ou pas à la qualification de féminicide politique. Effectivement, ça peut être un indice particulièrement probant. Si la personne dit « je voulais tuer une femme parce qu'elle était une femme », effectivement, on a un indice qui est particulièrement probant. Après, ça arrive très rarement. En général, la plupart du temps, les assassins veulent se défausser. Bon, Joe Cox, c'est un néo-nazi, donc non. Ou alors, ils disent que c'était une cible facile. Une femme est une cible facile. Elle va moins se défendre, elle est moins protégée, elle est plus facilement atteignable. Ce qui est objectivement un indice d'un féminicide politique. Un indice genré. Et il y a aussi pourquoi c'est important de parler de féminicide politique et d'aller chercher justement le caractère genré et politique de ces assassinats. Beaucoup d'ONG de défense qui défendent les défenseuses des droits, c'est de dire que en mettant le point là-dessus, on peut créer des dispositifs plus adaptés de protection. Ça va être aussi de mieux mener les enquêtes par la suite, parce qu'en fait c'est une donnée très importante, et j'ai commencé à en parler tout à l'heure, c'est que on manque d'informations. Il y a très peu d'enquêtes, que ce soit médiatiques ou des enquêtes de justice. Et lorsqu'elles sont menées, ces enquêtes, elles vont se focaliser sur un aspect, mais pas forcément sur la vision globale. Et en fait, si on pose jamais la question de est-ce qu'elle a été tuée en tant que femme, on voit pas effectivement le système à l'œuvre d'effacement des femmes de la vie publique et politique. Et ça, c'est un point très important en fait de notre projet, c'est de montrer que ça s'inscrit dans le fameux backlash, le retour de bâton. Quand les femmes veulent prendre une place en politique, elles reçoivent des menaces, le cyberharcèlement, elles ont des insultes sexistes. Ça, c'est des choses qui commencent à être connues, mais ça peut aller beaucoup plus loin et les menaces sont réelles. Les menaces de mort sont réelles et on le voit bien, et c'est tout ce qu'on montre dans nos enquêtes. Est-ce que la justice internationale reconnaît le caractère genré du crime ou pas ? Est-ce qu'il y a une législation ? Est-ce que l'ONU ? Non. Non, en fait, aujourd'hui, il y a seulement 2 pays qui reconnaissent seulement le féminicide dans le code pénal, c'est la Bolivie et la Colombie. Mais on parle de féminicide de manière générale, donc celui qu'on connaît, notamment le féminicide intime. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune législation, que ce soit nationale ou internationale, qui reconnaît en fait l'existence de ce crime. D'où, pour nous, l'importance de ce travail-là, le fait de tuer effectivement une femme publique. Devrait, notamment dans un contexte où on veut qu'elle soit de plus en plus présente dans l'espace public, devrait être reconnue d'une manière ou d'une autre, et c'est pas le cas. Ce qu'on note aussi, c'est qu'effectivement, il y a une augmentation des violences à leur égard. Ce que disait Hélène, c'est le fameux retour de bâton, backlash. Plus elles sont nombreuses, plus les violences augmentent de manière incroyable. Ça, par contre, l'ONU le dit. L'ONU dit qu'effectivement, les violences, et donc le meurtre, augmentent partout dans le monde. Pour les femmes activistes.
Ouais. Dans votre rapport, vous expliquez cette notion d'overkill, c'est-à-dire d'acharnement, brûlé, massacré au couteau, à l'épée, au fusil, empalé, crucifié, découpé en morceaux, défiguré à l'acide, énucléé. Et ça Ouais. représente, vous avez dit, 43% des victimes que vous avez identifiées. Ça représente 43% des féminicides politiques qu'on a pu avérer, enfin donc les fameux 82. Mais c'est quelque chose en fait le chiffre pourrait augmenter. Parce que dans les 200 autres cas de la base de données, ça revient aussi, c'est cet overkill. Et au départ, quand on fait de la data, on remplit ces cases, ces données dans un gros tableau Excel. Et puis, c'est petit à petit, en fait, nous, on s'est rendu compte que c'était quelque chose de très important parce que ça revenait constamment en fait. C'était pas juste tuer. À chaque fois, c'était pas une balle, c'était 15 balles. C'était pas une balle, c'était 15 balles et 3 coups de couteau. C'était pas juste on vient chez elle pour la tuer. Non, on vient chez elle pour la tuer et par exemple, il y a un cas au Brésil, elle est tuée en même temps que son mari et un ami. Les deux hommes vont être tués d'une balle. Elle, on va l'égorger, en plus. En plus de la balle, on va lui trancher la gorge. Il y a un On la tue devant ses enfants aussi. Ouais, il y a un objectif politique dans le fait de overkiller, c'est-à-dire qu'on est non seulement là pour tuer une personne, mais on envoie un message aux héritières, c'est-à-dire aux futures femmes qui voudraient prendre le relais, relever le flambeau de la lutte, mais également à la communauté, c'est-à-dire voilà ce qui vous attend si vous-même vous continuez le combat. Voilà ce qui attend vos sœurs, vos femmes, vos filles. Voilà ce qui va vous arriver. C'est-à-dire, c'est pas une balle, c'est un ensemble de tortures, d'actes de barbarie qui vont attendre vos sœurs. Et donc, vous feriez mieux de les décourager à elles-mêmes s'engager dans la lutte. On est vraiment dans un symbole et dans le fait d'envoyer un message. Et ce qu'on montre aussi dans notre lead qui est en ligne sur Mediapart depuis hier, c'est que le féminicide appartient à un continuum de violence. C'est-à-dire que ça commence par du cyberharcèlement, ça commence par des menaces, ça commence par des insultes sur Internet, des agressions sexuelles, et le féminicide est l'aboutissement de tout ça. Mais tout ça appartient à c'est la même politique au fond. Décourager les femmes de prendre la parole, décourager les femmes d'avoir une existence dans la vie publique. Et le féminicide, c'est l'expression la plus violente de toutes. Alors, vous évoquez régulièrement votre base de données. Il faut qu'on y rentre un petit peu. D'abord, ces crimes, vous les avez identifiés à peu près partout dans le monde. Est-ce qu'il y a quand même des régions, moi j'ai la réponse, l'Amérique du Sud, mais je vous laisse la donner. Voilà, est-ce que vous pouvez faire un panorama? Et j'ai été très surpris de voir qu'il y avait un cas de féminicide politique en France. C'est pas... Voilà. Alors allons-y. Ouais, je vais commencer juste par vous. Du coup, pour les zones géographiques, c'est très compliqué. Effectivement, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale ressortent. Elles sont surreprésentées. Notamment la Colombie. Mais en fait, notamment la Colombie. Mais en fait, c'est très compliqué de juste s'arrêter sur la zone géographique parce qu'il y a énormément de biais de recherche et de biais de collecte déjà à la base d'informations. Par exemple, la Colombie, c'est un pays qui est extrêmement organisé au niveau des associations, des militants sur place, de la collecte d'informations, et donc les cas sont connus. Et encore, dans notre base de données, il y a eu un moment où il a fallu qu'on s'arrête de rentrer. Je rappelle qu'on était juste 2 et qu'on a fait tout ça à la main. Donc, il n'y avait pas d'automatisation. Donc, on a arrêté à un moment. Mais moi, j'ai des pages remplies de mes carnets avec des cas potentiels en Colombie, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est des zones où on a de l'information, on a des données. Donc, effectivement, c'est là où c'est massif comparé à d'autres régions. Mais il y a des zones où on n'a quasiment pas d'informations, sans très grande surprise, la Chine, où il y a énormément, par exemple, de disparitions aussi forcées, et donc on ne sait pas si les femmes sont décédées ou non. Moi, par exemple, j'ai rentré un cas en Chine,
je n'ai même pas son nom en fait, mais j'ai suffisamment d'indices pour dire que ça rentre dans ma catégorie, mais je n'ai pas dans la base de données, mais je n'ai même pas son nom. Donc en fait, oui, c'est très très difficile de répondre. Telle zone est très dangereuse, telle zone n'est pas dangereuse. Ça va vraiment dépendre de est-ce que sur place il y a des enquêtes qui sont menées. Est-ce que les médias sur place font des articles pour en parler en fait au moment du décès? Est-ce qu'il y a un suivi aussi médiatique? Tout ça. Est-ce qu'il y a des organisations sur place pour faire le décompte? Voilà. Alors, mais on a des cas dans 58 quand même. Voilà. Donc, Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns? 58 pays oui, donc il y a la Colombie, donc on l'a dit, le Brésil, Afrique du Sud, Kenya. C'est d'ailleurs l'article hier, il y a deux premiers articles qui sont sortis. Il y en a un, c'est sur le Kenya. Royaume-Uni, donc c'est Anne-Laure qui a travaillé dessus. Et donc la France, on en a un aussi. Et c'est donc il y a Turquie, Afghanistan. Enfin voilà, c'est aux Philippines. Donc on a quand même vraiment essayé de chercher vraiment partout dans le monde. Voilà. Très bonne question. Souvenez-vous de Yann Pia. Effectivement, ça a été une vraie question pour nous, mais notre base de données se limite à 10 ans. Donc là, on parle effectivement d'un assassinat qui est beaucoup plus ancien. Mais c'est un des assassinats politiques de femmes qu'on peut retenir en France. Donc Yann Pia, élu du Front National, donc nouveau Rassemblement National aujourd'hui, qui aurait été assassiné notamment par ce qu'on appelle la criminalité organisée. À l'époque. Voilà, excuse-moi, je réponds des fois. Ah non, mais c'est très bien, c'est très. Non, c'est mais t'as bien fait, parce que moi, j'arrive pas à lire les questions. Mon écran est trop loin. Mais et du coup, est-ce qu'on parle du cas parce que du coup, c'est pas celui-là notre cas français. Non, voilà. Non. Oh merci. Oh là là. Et moi, je vais me barrer. Je vous laisse toutes les trois. Hein. Notre cas français, c'est Vanessa Campos qui a été assassinée en 2018 dans le bois de Boulogne. Elle était travailleuse du sexe et elle se battait en fait pour pouvoir travailler correctement dans un contexte très difficile, à savoir la loi de répression de la prostitution, des clients de la prostitution, qui faisait que les travailleuses et travailleurs du sexe devaient prendre des risques en fait pour travailler. Elle était originaire du Pérou. Elle avait traversé le monde entier pour travailler, vivre correctement, survivre même, puisque en Colombie, au Pérou comme en Argentine où elle s'était réfugiée, les femmes trans sont particulièrement sujettes aux violences. Donc elle était venue travailler en France et elle a été assassinée donc par une bande de criminels qui agissaient sur le bois de Boulogne et qui avait visé donc Vanessa parce qu'elle organisait en fait la lutte et la défense de leur collectif de femmes originaires la plupart de l'Amérique du Sud dans ce coin vraiment très reculé du bois de Boulogne. Et pareil, là on avait un cas d'overkill puisqu'elle a été battue et elle a reçu des coups à l'arme blanche et plusieurs balles de revolver. Le procès d'ailleurs en appel commence la semaine prochaine. Pour l'instant, les criminels ont été condamnés à 20 ans de réclusion pour cet assassinat. C'était quand l'assassinat ? 2018, juillet 2018. Ok. Oui, c'était passé plus ou moins inaperçu. C'est d'ailleurs le problème avec les cas de femmes trans assassinées, c'est que les médias ne s'emparent pas de leur cas et la police souvent n'enquête pas en fait, surtout dans des pays comme la Colombie, le Honduras, le Guatemala. Il y a vraiment énormément de personnes tuées pour leur genre et leur combat pour les droits des personnes trans qui ne sont pas enquêtées. D'ailleurs, Hélène et Rugiata Sall, qui a travaillé avec elle, ont beaucoup documenté cette absence d'enquête. Et en l'occurrence, en France, il y a eu des gros problèmes dans l'enquête de la police qu'on va révéler dans quelques temps dans un autre papier qui paraîtra dans Mediapart. Ils ont de la chance, Mediapart. Hein.
une 10 redoutables investigatrices pour le prix d'une. Ils sont forts. Hein. Ah, bravo les gars. Hein. Ah, bravo. Hein. De manière plus générale, il va avoir de toute façon une volonté de réécrire le récit des morts, des mortes et Ouais. des assassinés, en fait. C'est-à-dire, c'est ce qu'on note à travers le monde. De manière générale, on va vouloir renvoyer à la sphère intime les assassinats de femmes militantes. C'est-à-dire qu'on va décrédibiliser leur combat et vont très souvent faire passer ça pour une histoire de féminicide intime ou de féminicide dans la sphère familiale. Donc, elle n'a pas été tuée parce qu'elle était militante, elle a été tuée par sa famille en général parce qu'elle s'est moralement mal comportée et par ailleurs où on va la faire passer pour quelqu'un de fragile psychologiquement et donc du coup c'est pour ça qu'elle s'est suicidée. Donc du coup il va avoir une volonté de salir le récit de leur mort pour éviter d'en faire des héroïnes, d'en faire d'en faire effectivement des représentantes de leur cause qui seraient arrivées jusqu'au sacrifice ultime, ce qu'on fait plutôt volontiers pour les hommes, c'est-à-dire voilà, c'est des héros qui se sont battus jusqu'au bout pour leur cause et puis qui sont morts. Quand il s'agit de femmes, on va essayer de réécrire au maximum le récit de leur mort. Et il y a maintenant un peu plus d'un an, il y a une décision historique de la Cour interaméricaine des droits humains sur le cas de l'assassinat de Digna Ochoa, donc activiste avocate des droits politiques au Mexique, donc 20 ans d'activisme derrière elle, très reconnue à l'échelle internationale, etc. Et donc du coup, les policiers vont enquêter sur un côté, c'est-à-dire elle est fragile psychologiquement, d'ailleurs, allez voir un thérapeute, d'ailleurs, sa relation amoureuse était conflictuelle, et donc du coup, le suicide, ça va être, on va renvoyer donc on va faire passer ça par un suicide, parce que depuis ça a été démontré par que c'était plutôt un assassinat politique déguisé, mais en tout cas, la Cour interaméricaine de justice va dire, voilà, là on est face à une enquête qui a été menée sous le biais du genre. Et du coup, malmenée. L'enquête de police a été menée avec un biais de genre et donc du coup il y a une discrimination sexiste dans cette enquête et donc du coup cette décision effectivement pour notre travail est effectivement fondamentale puisqu'elle montre en fait à quel point c'est important de repérer en fait ces biais de genre pour pouvoir mener à bien les enquêtes et prendre les bonnes décisions. Il y a, si j'ai bien lu vos premiers travaux, 16 femmes politiques sur 82 victimes. D'autres avaient une autre profession plus proche, on va dire, de leur militantisme. En plus, pardon, de leur militantisme. Agricultrice, poétesse, chauffeuse de taxi, moto. Donc là, j'ai copié honteusement les illustrations de Juliette Robert, c'est ça, hein? Exactement. C'est ça, hein, c'est ça, je ne me trompe pas, hein, de Juliette Robert, qui ont été diffusées hier dans Mediapart. Et donc il y a quelques très beaux graphiques, donc terribles mais très beaux, comme celui-ci, qui rappelle donc, en gros c'est une extraction de votre base de données, 16 femmes politiques, 4 lycéennes, 3 influenceuses, 11 journalistes, etc. Tout le monde peut le lire. Qu'est-ce que cette catégorisation nous dit de ce phénomène? Oui, alors du coup, quand on a créé ces catégories fonctions, c'était pour faire ressortir leurs fonctions principales, mais parfois elles en ont plusieurs, comme les luttes pour lesquelles on a retenu la lutte pour laquelle elles ont été tuées, mais parfois il y a plusieurs luttes. Là, ce qu'on voit, mais c'est aussi, c'est à la fois des informations très intéressantes, mais il faut aussi les prendre avec des pincettes, puisqu'encore une fois, c'est les données pour lesquelles on avait suffisamment d'informations. Et on voit qu'il y a une majorité de femmes politiques, journalistes, défenseuses des droits, leaders communautaires, c'est des fonctions qui sont déjà visibles en fait. Oui, bien sûr. Elles sont déjà très visibles dans la vie publique. Pour nous, il n'y a pas grand-chose d'étonnant à les voir apparaître en majorité dans notre base de données. À la fois parce qu'elles sont visibles, et donc en étant visibles, il va y avoir des échos dans la presse, des échos dans les rapports, elles sont connues. Par contre, ce qui est vraiment, moi, ce qui m'a frappée, c'est alors après, c'est lié à l'Iran aussi, le fait qu'on ait des lycéennes.
mais ça apparaît dans d'autres zones géographiques. Il peut y avoir du coup des victimes très très jeunes, encore donc lycéennes ou collégiennes, et puis surtout il y a des personnes qui donc sont militantes sur leur temps à côté de leur travail, et ces métiers sont très variés, coiffeuse, chauffeuse de taxi, patronne de café, syndicat. Enfin voilà, il y a vraiment docteur, poète, poétesse, hein, c'est très très varié. Et ça c'est important, c'est de montrer que le politique, le militantisme, il est pas, c'est pas l'apanage des élus. Ou des défenseuses des droits très identifiées qui travaillent dans les ONG, ça peut être vraiment très tout le monde peut s'emparer du politique en fait et devenir militant et devenir une cible du coup par le même chemin, et surtout une femme politique élue du Parlement britannique va vivre et être menacée de la même façon que la coiffeuse militante trans du Honduras par exemple, ou la défenseuse des droits de la terre ou la leaduse communautaire dans la jungle colombienne. C'est les mêmes, ça va être les mêmes mécanismes de silenciation. David, peut-être il y a une question auquel on peut répondre qui est passée un peu, c'est quels sont nos financeurs en fait et nos financeuses. Donc toujours juste question. Donc on a été. Donc la CIA. Exactement. Il y a toujours la CIA. Il y a les barbouzes ensuite. Donc du coup on a été donc financé par la bourse de Crous pour le journalisme, donc qui est une bourse qui en langue flamande, donc qui fait que nos enquêtes seront traduites par le média d'investigation flamand Apache, et également publiées dans le magazine, dans la revue Axel. Voilà, donc effectivement toutes nos enquêtes seront disponibles en langue belge. Donc ça c'est les premiers financeurs de femmes à abattre. Et ensuite, effectivement, ça a été Mediapart, donc du coup qui a financé les terrains, notamment tous les terrains que vous allez pouvoir découvrir. La Déferlante, donc revue féminine. Alors quand tu dis les terrains, tu veux dire là les enquêtes de terrain, hein, c'est-à-dire vous êtes allé sur place, etc. Exactement, les reportages, la Déferlante aussi, voilà, dont Anne-Laure vous montre. Attends, alors tu peux le remettre, que je fasse une petite photo pour tweeter. Enfin, c'est un métier, hein, c'est un bordel ce bordel. Alors un tout petit peu plus, non, ouais, voilà, bien. Non, il faut que tu recentres. Ouais. Attention, oh là on est bon là. Tac, attends, une seconde. Ah merde, mais pourquoi ça marche pas là? Attends, une seconde. Ah, c'est bon, je l'ai. C'est bon, je vais tweeter dans quelques instants. Donc la Déferlante qui nous a mis dans des éléments dans ses newsletters et puis qui va diffuser une bande dessinée. La Déferlante, faut peut-être dire ce que c'est. C'est une revue féministe en fait qui existe maintenant depuis 2 ans, je crois. Voilà. Donc, qui nous a mis dans sa newsletter et qui va diffuser donc la première bande dessinée sur le féminisme politique. Voilà. Donc, est-ce que j'ai oublié d'autres gens qui nous financent? On a fait un appel aux dons. Nous-mêmes. Nous-mêmes, la majorité du temps, hein, soyons honnêtes, ça a été effectivement un travail. Pôle emploi. Ça, faut pas le dire, non, parce que je veux dire, la situation de Pôle emploi et des pigistes est parfois compliquée. Clairement. Et puis effectivement, on a fait un appel aux dons sur Hello Asso que vous pouvez retrouver sur notre site Femmes à abattre. Donc voilà, c'est un petit mélange de tout ça. Femmes à abattre, je remets le site. Voilà, l'enquête, la base de données. Nous avons besoin de vous. Faire un don, c'est ici. Oui, c'est ça. C'est bien parce que moi, je demande aux gens de s'abonner au poste, mais tous les invités ont une collecte de dons. Mais tant mieux, ça va, ça roule, c'est bien. Oui, mais non, c'est important le financement. Poste. Alors, cela dit, si je peux me permettre, j'ai été un tout petit peu étonné, si je peux me permettre, de 2 choses par rapport à votre site, et après on va revenir sur votre travail. C'est que oui, le financement n'apparaît pas, me semble-t-il, mais surtout la base de données n'apparaît pas.
Et ça, je suis assez étonné parce que même d'un point de vue d'impact, je pense que s'il y avait un peu d'infographie, un peu de data visualisation, bon, à Mediapart, ils savent pas trop faire ça, mais vous pouvez trouver d'autres gens qui... Non, mais c'est vrai. Et oui, mais Alors pour ça, il nous pourquoi? faut des sous. Ah, c'est ça. Et voilà. Voilà, donc En c'est fait, le ce bouton site, faire un don, hein? C'est ici, c'est hein? ça. Voilà, vous voulez la base Alors de en fait, données, vous donnez. Voilà. exactement. Non, la situation, c'est celle-là. Le site, la base, c'est un site qu'on appelle vitrine. Donc, c'était pour Ouais. vraiment la présentation du projet et dire on arrive et voilà qui on est. Comme l'a dit Lei, c'est un projet qui est mené vraiment par le collectif YouPress. Lei, c'est moi. Oui, Leïla, pardon. C'est le collectif YouPress qui a mené ce projet. Voilà notre site du projet. Ouais. La base de données, c'est un énorme travail de mise en page, de mise en ligne. Bien sûr, non, Et c'est pour ça, il compliqué. nous faudrait un site internet qui soit à part en fait, et qui soit capable de soutenir, même de supporter en fait autant de données. Ce site-là, en fait, nous, l'identité visuelle, on a eu recours à Médiane qui nous a aidé. Donc, c'est un studio qui aide les médias à développer un peu leur identité. Donc, on avait besoin d'aide pour notre identité. Mais après, le site internet, on l'a fait avec nos petites mains, toujours pareil, avec nos propres moyens. Et on n'est pas développeuse. On est journaliste. On est journaliste. Et donc, on est déjà bien contente d'avoir réussi à faire un site internet. Mais pour aller plus loin, en fait, clairement, il nous faut des sous pour pouvoir diffuser. Nous, c'est ce qu'on voudrait, en fait. C'est qu'il y ait une plateforme dédiée avec la base de données, avec les articles en accès libre aussi ça. Par la suite. Parce que là, pour le moment, c'est chez Mediapart, c'est nos partenaires. Mais notre objectif, évidemment, c'est de pouvoir vraiment diffuser au maximum et librement tout ce Dans plusieurs travail. langues. Dans plusieurs langues. On a énormément d'ambition pour ce travail. Après, il y a la réalité qui nous dit bon, on va déjà commencer par faire 3 infographies et puis on verra comment on fait pour diffuser le reste. Voilà. Sachant que toutes les journalistes et les journalistes de YouPress sont journalistes indépendants, pigistes en fait, et travaillent effectivement pour payer les factures. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Voilà, donc on a tout donné dans ce projet, mais effectivement, on est obligé de travailler à côté pour payer les factures. Ouais. Par contre, c'est quelque chose qu'on redit avec Rugiata aussi, donc l'autre data journaliste avec qui j'ai travaillé sur la base de données. C'est que là, pour le moment, elle n'est pas diffusée, elle n'est pas accessible pour tout le monde. Mais s'il y a des chercheurs, des chercheuses qui veulent avoir accès et pouvoir fouiller, pouvoir en discuter avec nous, bien sûr, ça sera accessible et faut pas hésiter à nous contacter pour ça, quoi. Bien sûr. Mais il y a moyen d'automatiser les choses. Évidemment, ça passe par les développeurs, mais de sorte que quand tu nourris le tableau, ça nourrit automatiquement la data visualisation. On avait fait ça à l'époque d'Allo Place Beauvau, par exemple. Mais c'est vrai que c'est une usine à gaz, quoi. Mais est-ce que vous avez fait un appel à des développeurs ou des développeuses ou pas? Ou pour l'instant, vous vous concentrez sur le fond et vous verrez plus tard ou On n'a pas les moyens de les payer, c'est ça le problème. C'est ça, on n'a pas les moyens de les payer pour le moment. C'est vraiment la seule raison pour laquelle ce n'est pas encore fait, c'est l'argent. Alors, ça s'entend évidemment. On a parlé des victimes et de leur profession ou de leur fonction, comme donc l'intitulé de la colonne XZ. J'imagine le tableau d'enfer. Il y a la question de l'engagement, de l'engagement de ces femmes victimes donc d'assassinat. Donc on voit sur ce graphique alors il faut que je redonne le nombre exact. Vous pour l'instant 82, c'est ça. Hein, sur les 82 victimes que vous avez clairement identifiées comme victimes de féminicide politique,
38 consacraient leur temps et leur énergie aux droits des femmes, 10 aux LGBTQI+, les droits humains, 8, non communiqués, 8, droits à la terre, 5, anticorruption, 4, droits des autochtones, 3, pardon, environnement, 3, etc. etc. Là aussi, qu'est-ce que ça nous dit au-delà de la froideur des chiffres? En fait, donc du coup, vous voyez qu'il y a une surreprésentation des droits des femmes, donc de la lutte des droits des femmes dans ces chiffres. Ce qu'on peut d'abord dire en premier, c'est qu'il y a surtout des femmes qui se battent pour les droits des femmes. Oui. Donc du coup, c'est une lutte qui est extrêmement féminisée, pardon, en plus d'être féministe. Et donc du coup, effectivement, la logique veut qu'on soit effectivement dans une surreprésentation des femmes, où les hommes vraiment sont très très peu nombreux. Par ailleurs, cette classification-là a été faite, c'est la lutte principale de la militante. Il faut dire ce qui est. Par exemple, vous parliez de la Colombie, j'y étais personnellement il y a 2 semaines pour une enquête que vous allez pouvoir bientôt venir lire sur Mediapart notamment. On se retrouve avec des situations où c'est des militantes de la terre, des leaders sociales, lideresses sociales, ce qu'on appelle. Et donc du coup, effectivement, elles sont militantes des droits des femmes, mais elles sont également militantes des droits de la terre, militantes écologistes. Elles se battent contre contre les gros projets miniers, elles se battent contre les narcotrafiquants, elles se battent effectivement pour les droits des femmes. On est dans des luttes qui sont multiples et les leaders sociales sont parmi les plus menacées du monde. C'est-à-dire qu'elles ont tellement d'ennemis qu'effectivement elles sont particulièrement exposées. Donc ce qu'il faut, voilà, c'est les 2 choses que notamment je voulais dire. Après, je sais pas si Anne-Laure, dite Pégon ou Hélène, dite Moll veulent. Il paraît qu'il fallait pas le dire. Alors là, je rigole. On est trahi que par les siens. Ah, ça c'est clair. On est trahi que. Non, parce que justement, en régie, il y avait les 2 qui se sont appelés comme ça. Ah non, il faudra pas le faire. Et puis, pam, toi t'arrives. J'adore. On nous écoutait. Ah bah oui. Bah ça, vu votre travail, attendez-vous à être un peu écouté quand même. À défaut d'être entendu. Hélène, est-ce que je parle de la surreprésentation dans les 10 qui se sont battus pour les droits des LGBTQI+, il y a plusieurs femmes trans, et il faut dire qu'on a une surreprésentation dans la base de données des femmes trans, puisque les personnes trans représentent à peu près, enfin il n'y a pas de chiffre exact évidemment, puisque c'est pas sur la base du déclaratif, mais à peu près 0,5% de la population mondiale, et c'est 10% de notre base de données en fait. Donc il y a vraiment une surreprésentation des femmes trans qui se sont battues donc pour la cause des personnes, des personnes trans ou aussi pour le cas de Vanessa Campos du droit au travail du sexe. Alors, et ça, ce sera pareil, ce sera l'objet d'une enquête. Sur Mediapart, allez-y, continuez. Allez, on continue. Allez. Non, mais c'est la minute pleine air. Allez, abonnez-vous. Allez, abonnez-vous. Sur les luttes, là, comme je disais, en fait, on s'est vraiment intéressé au moment où elle a été assassinée. Pourquoi, a priori, elle a été assassinée? Pour quelle lutte? Mais effectivement, il y a énormément. Enfin, une lutte ne veut pas dire qu'elle. Une militante pouvait avoir plusieurs luttes différentes, et on pourrait avoir l'impression que il n'y a pas de féminicide politique pour les femmes défenseuses de l'environnement, par exemple, alors qu'il y a énormément d'assassinats. C'est pas que c'est pas le cas, c'est juste qu'on n'a pas assez d'informations dans ces cas-là.
et c'est assez révélateur aussi de la façon dont on va mener les enquêtes, c'est-à-dire que à partir du moment où elles ont été, alors là pour le coup c'est assez intéressant, c'est que elles ont été tuées parce qu'elles étaient en lutte pour l'environnement, et donc on va pas se poser comme il y a des hommes qui sont tués aussi pour ça, on va pas se poser la question de si elles étaient particulièrement visées en tant que femmes, est-ce que elles étaient, parce qu'en fait il y a une chose, c'est que les femmes sont moins nombreuses dans la représentation en politique à travers le monde, c'est un fait, c'est un chiffre, voilà, elles sont moins nombreuses. Et pourtant il y a une augmentation constante des violences à leur encontre, et là c'est pas que nous qui le disons, il y a des données de plusieurs ONG, les données d'ACLED qui est un observatoire de la violence physique en politique, donc voilà, c'est des données qui sont... on aimerait bien avoir une plateforme pour mieux expliquer toutes ces données, effectivement. Vous voulez nous faire un petit don, n'hésitez pas. Donne la papade vous dit il faut trouver des devs potes ou militants ou militantes. On a l'habitude de faire du taf militant. Voilà. Bon, Donne la papade, c'est celui qui travaille toute la nuit pour le site autoposte.fr. Donc quand il dit ça... Mais nous, on aimerait bien payer des gens quand même. Ah bah, bien sûr, bien sûr. Alors, n'ayez crainte, je veux dire, on comprend très bien en lisant les papiers sur, vous avez dit, Mediapart, sur Mediapart, sur votre compte Instagram ou sur votre site, on comprend très bien que vous faites un travail empirique, et c'est d'ailleurs d'une certaine manière, ça fait partie de la beauté de votre geste, je trouve, c'est-à-dire qu'il y a... Voilà, à aucun moment vous dites ça y est, c'est arrêté, on a l'heure juste. Non, ça avance au fil de vos enquêtes, de vos requêtes. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais je reviens sur ce tableau. Je vais le dire un peu brutalement. On a l'impression là que c'est que des camarades qui sont assassinés. Est-ce que vous avez aussi des femmes politiques d'extrême droite qui sont assassinées ou des, enfin, vous voyez ce que je veux dire, des femmes qui n'ont pas des causes, voyez, qui sont assassinées, et est-ce qu'elles sont dans votre base de données? Est-ce que vous vous autorisez à ne pas les mettre? Au contraire, vous considérez que ce qui compte, c'est le caractère genré? Voilà, parce que cette question peut peut-être se poser à un moment donné ou à un autre. Je pense que si Yann Pia avait été assassiné dans les 10 années, on aurait certainement eu des débats entre nous, soyons très très clairs là-dessus, mais potentiellement, ça aurait été très difficile de ne pas reconnaître qu'elle était victime d'un féminicide politique. Et je pense que même si effectivement, on ne va pas se cacher, à YouPress, on n'aime pas les idées d'extrême droite, le fait est qu'on est tenu par un devoir d'honnêteté journalistique. Et effectivement, si une femme d'extrême droite est tuée pour son genre et sa cause, on mènerait l'enquête de la même manière et on en conclurait ou pas les choses qui... Après, la question ne s'est pas beaucoup posée, soyons très clairs. C'est-à-dire qu'elle s'est posée avec Yann Pia, mais elle s'est très peu posée par ailleurs. On a raconté l'histoire, par exemple... de militantes notamment très libérales, notamment en Colombie, donc très très libérales. Donc l'élue Karina Garcia, on peut avoir des gens qui sont très à droite et qui sont pas, avec qui on pourrait ne pas du tout être d'accord sur des questions, notamment de la cause LGBTQ, sur le féminisme, etc. Enfin, on peut être militante de la cause environnementale et par ailleurs absolument pas féministe. Il n'y a pas de candidate idéale pour nous toutes, quoi. Et moi, dans le cas de l'Angleterre, une des députées qui a été menacée d'être jocoxisée, elle a été menacée par quelqu'un de gauche. Elle était pro-Brexit et on lui a dit qu'on allait retrouver ses enfants et les couper en morceaux. Donc malheureusement, le féminicide politique n'a pas trop de bord. Je crois. Mais après, il y a certaines militantes qui sont plus visées que d'autres, comme vous avez pu le voir, les militantes des droits des femmes, les leaders sociales, etc. Voilà, c'est pas les militantes d'extrême droite qui sont le plus visées, en tout cas, de ce qu'on a pu constater.
Alors je ne sais pas si le chat fait grève, je ne sais pas pourquoi le chat ne réagit pas, il est tapi dans l'ombre, Fasciné. à mon avis oui, ou il est sidéré par ce que vous racontez, parce que vous avez, c'est étonnant parce que vous avez le sourire, parce que je pense que vous êtes hyper heureuse d'enfin sortir ça après des années, des mois de travail et tout. On écoute sagement, dit Pix, voilà. Oui, on écoute, mais les amis, profitez-en pour discuter. Sinon, on se tient sage, oui, c'est ça. Je suis calmé, moi, dit Koug. On écoute de ouf, dit Mad Max. On est sidéré et on bosse en écoutant, dit Vulgadroit. Bon, ok. On se tient sage. J'ai pas l'instruction nécessaire, mais disons que Koug 54, ce que ça veut dire ça. Mais non, bien sûr. Ici, on fait de l'éducation populaire. Tout le monde participe. On bosse, en fait. Et nous, on fait quoi, vous croyez quoi? On boit du café, J'ai tranquille. peur de dire des conneries. Mais non, faut pas avoir peur. En plus, c'est une affaire d'homme aussi, le féminicide politique. Donc, au contraire, il faut parler. Alors, sur le cadre de l'enquête, vous dites 2010 et 53 pays. Ce serait possible de savoir de quel pays on parle. Alors là, Hélène, ce sont les joies, si tu veux, de l'information continue. C'est-à-dire que c'est comme BFM, moi, je ne vous ai pas prévenu, il y en a pour 24 heures, donc il faut qu'on répète constamment. Donc Nathalie Gitane, bonjour Nathalie et salut à toi. On l'a dit tout à l'heure, mais on peut le redire. Oui, je me répète volontiers. Donc de quel pays on parle? On parle donc des zones où il y a le plus d'informations disponibles et de collecte d'informations, puisqu'on a travaillé en source ouverte, donc je le rappelle pour faire la base de données. Donc énormément Amérique centrale, Amérique du Sud, mais aussi en Afrique. Donc dans plusieurs pays, on a des données Afrique du Sud, Mali, Kenya. On a en Europe, Royaume-Uni, France, et puis après on a les Philippines, Afghanistan, Turquie, Iran, Irak et plein d'autres. Afrique du Sud. Ouais, je l'ai dit, Afrique du Sud. Voilà. Du coup, c'est très varié. Et comme je l'expliquais, c'est pas, il faut pas s'arrêter là-dessus en se disant, ok, ça concerne l'Amérique du Sud et parce que c'est là où il y en a le plus, et puis le reste du monde, ça va. Non, c'est pas le cas, parce qu'en fait, comme on travaille en source ouverte, ça veut dire surtout qu'il n'y a pas de source disponible pour pouvoir vraiment mener les enquêtes au plus proche. Et je le disais, par exemple, la Chine, on a des cas. On sait qu'il peut y avoir beaucoup plus de cas que ce que nous on a relevé, mais c'est juste qu'on a zéro information et on n'avait pas les moyens d'avoir les informations. Nous, en tant que journalistes en France qui parlons pas chinois ou sans forcément de contact dans le pays, mais aussi parce que le pays est complètement fermé, et ça je l'apprends à, je pense, pas grand monde. Voilà. On va revenir sur les victimes. Il y a alors attends, merde, ça a été enlevé peut-être. Un garçon qui dit, comme je suis un garçon, j'ai peur de dire des bêtises. Alors attends, vous l'avez vu ça? Mince. Oui, ouais, j'ai vu. Mais c'était plus haut. Voilà, c'est Obi-Wan. Bonjour, connaissant peu le sujet et étant un garçon, j'ai peur de dire des conneries. C'est pour ça que je me tais. Eh ben, Obi-Wan, je suis un garçon, j'ai peur de dire des conneries, mais tu vois, je me tais pas parce qu'il faut quand même qu'il y ait le débat. Mais cette question-là, après on revient à votre travail pur, mais cette question-là du regard des garçons sur votre travail, sur ce sujet, est-ce que il évolue? Est-ce qu'il est obtus? Comment ça se passe? Et comment selon vous, les gars doivent se positionner par rapport à ça? Je pense que pour l'instant, on n'a pas été confronté à des regards hostiles de la part des garçons, de ceux qui se définissent comme tels. Ce que je veux dire, c'est que déjà, l'essentiel de nos sources quand même étaient féminines. C'est pas qu'on le voulait pas, hein, c'est que l'essentiel des chercheuses, des responsables d'ONG étaient dans l'immense majorité des femmes. Je pense qu'il y a eu, malgré, je crois qu'on a interviewé 80 spécialistes, je crois qu'il y en avait un seul qui
qui était le responsable de l'ONU des droits de l'homme, qui fait partie des interviews importantes, etc. Mais vraiment, on était confronté à une majorité, et en tout cas, lui n'était pas hostile, puisqu'il connaissait quand même plutôt bien le sujet. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, alors franchement, il n'y a aucune question bête, il y a surtout des intentions malveillantes. Enfin, nous, on prend toutes les questions, on va reprocher à personne de ne pas savoir ou d'employer le mauvais terme ou quoi que ce soit. La question, c'est s'il n'y a pas d'intention malveillante. Si l'intention, c'est pas de tracher les gens personnellement ou de faire des choses comme on peut le voir sur Internet, etc. Nous, on prend effectivement toutes les questions d'où qu'elles viennent. Par exemple, il y a une question qui revient de temps en temps que j'ai eue moi auprès de plusieurs de mes amis mecs, c'est oui, mais les hommes aussi sont assassinés, ce qui est tout à fait vrai. Ce qui est tout à fait vrai, les hommes qui défendent la terre, qui défendent les droits autochtones, qui se battent contre le capitalisme, pour les droits humains, les droits des hommes gays, des hommes trans, ils sont assassinés. Mais le fait est qu'il y a moins de femmes dans la vie publique et elles sont du coup plus assassinées que les hommes en parlant de proportion. Et surtout, il y a cet aspect d'overkill dont on a parlé, d'acharnement, donc de supplément à la mort auquel ont droit plus les femmes que les hommes. Et donc cette question, elle n'est pas du tout ridicule, au contraire, puisqu'elle nous permet d'expliquer un peu la base de notre travail. Et elle est juste, les hommes sont assassinés pour leur combat aussi. Et si tu me permets d'ajouter quelque chose, Anne-Laure, je pense que le fait que des hommes soient assassinés pour leur cause, on le sait depuis longtemps en fait. Ça fait quand même quelques décennies qu'on sait que les hommes sont assassinés, que c'est comptabilisé, qu'il y a des ONG qui travaillent dessus. Alors qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y avait aucune enquête journalistique en France et ailleurs consacrée à l'assassinat des femmes publiques. Et c'est hallucinant. Enfin, je veux dire, on parle et on est encore une fois dans un crime genré totalement invisibilisé. Enfin, c'est MeToo qui lance effectivement la question de la visibilisation des violences sexuelles sur les femmes. On a une prise de conscience sur les féminicides intimes, etc. Mais à ce jour, on n'avait pas encore eu ce travail qui est fait. Donc, au fur et à mesure, les zones sont un peu déblayées et je pense que c'est l'intérêt de ce travail aussi. Absolument. Mais il y a des ONG, leur décompte femmes-hommes, par exemple pour les militants assassinés, on n'en trouve qu'à partir de 2017. Et il y en a pour qui c'est toujours pas le cas. C'est-à-dire qu'on met tout le monde ensemble et on n'essaye pas de voir s'il y a des distinctions. Et sur le côté plus d'hommes que de femmes, il y a l'impact aussi, je ne sais pas si on en a vraiment beaucoup parlé, mais l'impact ne va pas être le même non plus. C'est-à-dire, si Leïla, tu en parlais sur le message qu'il a envoyé, le fait est que alors ça peut être ce qu'on appelle positif ou négatif. Donc en gros, positif, on dirait y a d'autres femmes qui vont après un assassinat s'organiser, reprendre le combat, etc. Mais on l'a vu, le plus gros impact, c'est quand même le message qui est envoyé de dire n'essayez même pas d'occuper cette place, voilà ce qui vous attend. Et énormément de femmes, en fait, peu importe en fait si on arrivait à prouver qu'il y a vrai féminicide politique, tu as déjà des femmes qui vont le comprendre dès qu'on va annoncer telle femme a été assassinée, elles vont le comprendre comme une menace contre elles aussi. Et ça, c'est pas quelque chose, en tout cas, qu'on a perçu dans les assassinats politiques d'hommes. On va pas avoir les mêmes réactions au sein de la communauté ou voilà des futurs militants ou des personnes qui veulent s'engager en politique. Et d'ailleurs, on le voit bien. Il y a toujours les hommes sont toujours là, présents en politique. Ils ont toujours accès aux postes de pouvoir sans se sentir particulièrement menacés en tant qu'hommes d'accéder à ce genre de poste. Alors que les femmes, si. Voilà, je ne sais pas si j'étais très claire. Je me suis peut-être un peu perdue. Mais et sur est-ce que les hommes, pas de questions, bêtes ou, au contraire, il faut se poser des questions parce que ça ne doit pas rester quelque chose qui concerne que les femmes. En fait, c'est société, c'est le système et c'est ensemble, quoi. Et voilà.
Alors je sens En fait, que Anne-Laure et Leïla sont plongées dans le chat, là, ça y est. parce qu'il y a des questions intéressantes, mais en fait, le problème, c'est qu'elles s'en vont, elles remontent. Alors, je sais pas, le temps que les collègues répondent, on n'a pas le temps, mais il y avait des questions intéressantes plus haut. Je sais pas si tu peux les lire. Si, alors je peux les lire, mais ça dépend laquelle. En fait, il y avait une YOLO. voilà, qui expliquait en quoi, devant la justice, notre interprétation... Alors, YOLO, vous faites d'un meurtre plus qu'un meurtre, mais un message adressé à toutes les femmes, un message de peur. Ça s'entend évidemment, mais techniquement, si c'est vous qui interprétez ce message, et devant un tribunal, cela donne la possibilité aux avocats adverses de minimiser un crime par cette même interprétation, car il est à la charge de la victime de prouver que l'interprétation qu'il en fait est réelle. N'avez-vous pas peur du risque juridique derrière votre combat et au final vous desservir? En fait, déjà, tous les féminicides politiques ne sont pas forcément des messages, et c'est pas nous qui en faisons souvent l'interprétation, c'est en général la société elle-même qui le fait. C'est-à-dire qu'en gros, un meurtre va déclencher des réactions en positif ou en négatif. C'est-à-dire que en positif, en ce que nous on voit comme positif, il va y avoir des manifestations énormes, des femmes qui vont se saisir de la cause, type Marielle Franco, etc., créer des héritières, des héroïnes en fait derrière. Et il y a des impacts négatifs, donc comme on a pu le voir notamment pour l'assassinat de Jokos ou d'autres, c'est-à-dire qu'il y a un retrait des femmes de la vie publique en fait. Ouais. L'impact d'un assassinat politique, c'est pas le même qu'un impact de meurtre, mais c'est pas nous qui l'interprétons, c'est la société qui va réagir d'une manière ou d'une autre, ou parfois des deux, c'est-à-dire parfois effectivement il va y avoir une partie des femmes qui vont se retirer, et l'autre est quand même des manifestations gigantesques. Parfois, la tentative d'assassinat ne va pas réussir, oui. Donc, comme on le raconte dans notre article, c'est-à-dire que simplement la femme va avoir la chance d'en réchapper, mais du coup va arrêter son action militante. Donc, ce que vous pouvez lire dans le premier article avec la militante irakienne Laodia Al-Barki, qui va effectivement manquer de se faire tuer et se retirer des affaires derrière. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que le fait de tuer une femme activiste pourrait un jour être une circonstance aggravante, en fait. Aujourd'hui, dans le code pénal, il y a des circonstances aggravantes quand on tue son propre fils, un membre de sa famille, etc. Le fait de tuer, et c'est le cas aussi en Colombie et en Bolivie quand il s'agit d'un féminicide. C'est-à-dire que c'est une circonstance aggravante. On tue une femme parce qu'elle est une femme. Et on se dit que peut-être le fait de tuer une femme qui est engagée dans la vie publique pourrait être une circonstance aggravante. Puisqu'effectivement, la responsabilité de l'État qui souhaite que les femmes soient de plus en plus nombreuses à monter dans l'arène politique, à être représentantes, parce qu'elles sont quand même la moitié de la population mondiale, pourrait effectivement être reconnue. Margot Old-School vous dit, alors peut-être que vous l'avez vu, et les victimes hommes sont aussi, surtout, assassinées par des hommes. Oui, mais ça, la personne derrière l'arme est toujours un homme. Enfin, dans les bases de données, 100% des assassins sont des hommes. Oui, dès qu'on a l'information sur qui a tué, c'est 100% d'hommes. La donnée est claire et nette et précise. Et je me permettais juste de faire une remarque sur l'argument du juridique. En l'occurrence, nous, on n'est pas juge, on n'est pas avocat et avocate. Nous, notre travail, c'est vraiment d'observer la réalité et de la donner à voir, en fait. Et pareil, pour un meurtre, vous faites d'un meurtre plus qu'un meurtre. En l'occurrence, il y a des meurtres qui deviennent autre chose que des meurtres. Et c'est ce qu'on montre dans notre enquête, mais aussi en dehors du féminicide strictement politique. Il y a quelques jours, il y a 2 femmes qui ont été assassinées par leur ex-conjoint en France. C'était des cas isolés. Autrement dit, pour certains journaux encore des faits divers, mais qui ont un retentissement politique incroyable au moment où Emmanuel Macron veut défendre son bilan sur les droits des femmes. Donc, faire d'un meurtre plus qu'un meurtre, c'est pas à nous journalistes de le faire, c'est juste la société qui le dit et le contexte qui le provoque en fait. Au moins, on parle plus de crimes passionnels. Ça, vous n'avez pas connu cette période-là. Ah non, crime passionnel. C'était il y a quelques années encore. Oui, voilà. C'est ça. C'était bon.
C'était avant la naissance de Mediapart. Hein. Si vous saviez, c'est loin. Il fait 15 ans, bientôt. Bon, bref. D'ailleurs, Plenel, il sera au poste lundi. Voilà, pour son super bouquin sur. Voilà. Voilà, face à l'extrême droite. Alors, je vous laisse découvrir le chat qui dit on nous engueule parce que et voilà, soit il va dire qu'on est calme et après ça va trop vite, dit Cook 54. Voilà, il faut rebondir au bon. Je vous laisse lire un tout petit peu et je me permets de mettre le 3e graphique qui a été publié donc hier, très très beau, celui-ci aussi. C'est l'âge des décès, donc la courbe de l'âge des victimes au moment de leur mort. Est-ce que là aussi il y a un commentaire particulier à faire ou pas? C'est surtout on voit que nos âges ils vont de 14 à 71. 14 à 71 ans, donc il n'y a pas d'âge pour être assassiné. Il y a en fait, ce qu'on n'a pas, je crois que c'est en légende, peut-être, je ne sais plus si on l'a mis, c'est l'âge moyen du décès. On est à environ 35-36 ans pour une femme cis et 28 pour une femme trans. Donc ça, c'est une donnée, je trouve, importante, qui se retrouve le fait que les femmes trans ont une espérance de vie. Une espérance de vie, merci. Plus basse que les femmes cis, c'est quelque chose qui est déjà connu et voilà, on le retrouve aussi dans nos données. Ces données-là, ces graphiques, en fait, c'était des données qu'on trouvait quand même importantes pour plus se rendre compte de qui étaient les personnes dont on parle dans nos articles, dans les gros chiffres. C'est pas des données non plus. Elles sont juste pour faire voir que voilà, on avait des femmes très jeunes, des adolescentes, on avait des femmes âgées, il y en a quand même beaucoup, pas mal de femmes trentenaires. On voit la courbe qui s'intensifie, c'est entre 20 et 30 ans, c'est quand même voilà, il y en a beaucoup et c'est juste pour avoir un petit peu plus de détails sur qui elles étaient. Il y a une question intéressante, je ne sais pas si tu as vu Daf Duf, je ne sais pas si je t'appelle Monsieur Dufresne, Barbouze ou Daf Duf, mais... Monsieur Barbouze. D'accord, Monsieur Barbouze. Du coup, je t'ai dit Daf Duf. Sur la question du backlash qui est posée, bon, elle est partie maintenant. Alors, quel est votre regard sur le backlash avec le mouvement féministe ? Est-il inévitable ou la radicalité des combats les amplifie? Et c'est Monsieur Skattingberg 4. Exactement, parce qu'on est clairement dans le backlash, le retour de bâton, c'est-à-dire les femmes sont de plus en plus nombreuses à monter dans l'arène politique partout dans le monde, en fait, ça c'est un constat. Donc du coup, les violences à leur encontre augmentent de manière proportionnelle et donc du coup sont plus nombreuses et de plus en plus violentes. Donc effectivement, avec le meurtre, on est au sommet de cet iceberg. Donc on est complètement dans le backlash. L'idée de tuer une femme, c'est de la faire disparaître de la vie publique. Il n'y a pas d'autre message que celui-là, en fait. On veut les taire, c'est l'acte de silenciation ultime. Donc effectivement, on est dans le backlash. Et effectivement, plus les combats sont radicaux, mais après, tu veux... tout dépend ce que tu veux dire radicaux. C'est-à-dire que plus elles sont... Par exemple, je peux te parler de la Colombie. Est-ce que tu dirais que c'est radical de défendre sa terre ? C'est-à-dire le fait d'avoir soi-même une maison et faire en sorte que sa communauté reste là et se fasse pas dégager soit par les groupes paramilitaires, soit par les gars qui veulent faire des mines ou extraire du pétrole sous ta colline, soit par les narcotrafiquants qui veulent poser de la coca. Donc, du coup, est-ce que c'est radical ou tu dirais c'est un peu basique? Mais le truc, c'est que la lutte, elle est centrale, en fait. On est dans juste la propriété de la terre, en fait. On est dans la superstructure du capitalisme. On est la base. Donc, du coup, est-ce que c'est radical ou pas radical? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça l'est beaucoup trop pour les personnes qui sont en face. Mais clairement, on est dans le backlash. Oui, d'ailleurs, alors je retrouve pas, il y avait une page, il me semblait, de votre site qui évoquait le livre Backlash, la guerre froide contre les femmes de Suzanne C'était Faludi. sur Instagram. Oh, pardon, Instagram.
que j'ai ici. Et dans la Oh, newsletter aussi. elle est trop fausse. On en Alors, parle. attends, bouge pas. Attends, on va faire une photo, petite photo. Hop. Attends, hop. Arrête de bouger. Alors, comme vous pouvez voir, Anne-Laure lit beaucoup de livres. Et vous avez une question lecture, posez-la à Anne-Laure. Voilà, c'est bon. Merci Anne-Laure, merci beaucoup. Et d'ailleurs, on a interviewé Suzanne Faludi pour le projet et elle était très touchée parce que selon elle, ça correspond exactement à sa thèse, à savoir dès qu'il y a un pas en avant, il y en a 3 en arrière. Le but, c'est vraiment de décourager les femmes, de leur dire que le travail de visibilisation, le travail politique est un risque à prendre. C'est ça le backlash. C'est ok, vous pouvez avoir une vie politique, mais il y aura des conséquences. C'est ça que collectivement on veut vous montrer. Elle était partie de l'attentat misogyne de Polytechnique à Montréal en 89. Les femmes qui avaient décidé d'être... Attends, il faut raconter, hein, c'est l'école Polytechnique. Oui. Donc l'école Polytechnique à Montréal, donc c'était des personnes qui voulaient être ingénieurs et à l'époque déjà des femmes voulaient être ingénieures et donc un étudiant misogyne a pris une arme et donc a systématiquement visé les femmes dans cette école. C'était un des premiers cas d'attentat misogyne qui a été répertorié. Et donc, ces femmes n'étaient pas militantes, elles voulaient juste être ingénieures. Mais est-ce que de ce fait, elles étaient militantes ? La question peut se poser. Est-ce que aller chercher son pain, est-ce que quitter son mec, c'est être militante ? Parfois oui, en fait, puisqu'on s'expose à un danger. Donc là, vouloir avoir une vie politique, être député et être tué pour ça, vouloir défendre sa terre contre un projet de méga barrage et mourir pour ça, c'est des cas de backlash. Les femmes devraient rester dans la cuisine comme on entend systématiquement, comme j'ai pu le lire dans plusieurs menaces dirigées vers des députés britanniques. Les femmes doivent rester dans la cuisine. Si elles en sortent, c'est à leurs risques et périls. Et c'est ce qu'on montre dans toutes les enquêtes qu'on a menées et qui vont paraître sur le site. Mais... Ne me dis pas. Juste pour vous dire, j'ai eu le bonheur de vivre 7-8 ans à Montréal et l'attentat de Polytechnique est dans toutes les mémoires quand même. Hein. C'est un truc ça a énorme. marqué tout le monde. Oui, absolument. Ouais. Ouais. Et il y a aussi les féminicides autochtones qui ne sont pas politiques, mais au sens où la police n'enquête pas sur ces disparitions, etc. Voilà. Sur l'autoroute de la mort, oui. Voilà, exactement. Leïla. Non, et en fait, il y a 2 réactions. Un, sur les féminicides des personnes autochtones au Canada, qui sont un sujet passionnant, mais bon, tant pis. Mais le premier, c'est juste un truc, c'est que vous allez pouvoir lire le prochain épisode des féminicides politiques de notre série, est consacré au féminicide politique collectif. Donc du coup, un assassinat collectif de femmes activistes. Donc du coup, et on est dans une école. Donc du coup, c'est pour ça que Polytechnique me fait penser à ça, c'est-à-dire qu'on est en Afghanistan, là où les talibans refusent que les femmes se rendent à l'école, et là on est sur des lycéennes qui, en dépit des menaces, clairement en dépit des violences que subissent les jeunes femmes pour aller à l'école, vont décider de y aller, d'en faire un acte d'activisme sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, elles vont appeler les femmes à se rendre dans ce lycée. Donc, c'est un lycée préparatoire aux études universitaires. Et donc, du coup, un homme va rentrer et va tirer en masse seulement sur les femmes présentes. C'est-à-dire que les hommes sont au premier rang, les femmes sont au deuxième rang. Et donc, il va tirer sur les hommes qui sont au deuxième rang. Donc là, on est dans un cas de féminicide politique collectif. C'est-à-dire que les femmes ont fait des actes de militantisme, alors que dans l'absolu, se rendre à l'école, que ce soit en France ou au Canada, c'est pas non plus un risque. Là, en Afghanistan, on est dans un risque. Et puis par ailleurs, on a de l'activisme clair de ces femmes afghanes pour encourager les autres à se rendre en cours, et en mode opératoire clairement genré, puisque le tireur va tirer seulement sur les femmes qui sont présentes dans la salle de classe. Donc du coup, voilà, un prochain épisode à lire dans
Ne plus jamais nous inviter. Ah non, pas du tout. Non, mais je me dis, mais comment Blast va diffuser cette émission? Parce qu'il y a tellement de retard pour le Mediapart. Bon, bref, on verra. Alors, Mad Max. Nous inviter, on est dispo. Ah bien, très bien, je leur ferai savoir. Très bien. Mad Max vous demande, Mad Max Fury Legs, est-ce que quand on regarde les parcours des auteurs de féminicides politiques, on voit des liens avec des milieux ou des thèses masculinistes ou pas forcément? Une partie, oui. C'était très compliqué d'identifier les tueurs parce que dans certains cas, on a des commanditaires. Dans d'autres cas, c'était directement les personnes qui voulaient tuer qui l'ont fait. Mais oui, il y a une partie. C'est surtout Anne-Laure qui a travaillé sur cela avec Joe Cox. Oui, mais je pense que il faut savoir ce qu'on entend par thèse masculiniste, parce que le problème, c'est qu'on vit dans une société qui est fondamentalement, parfois, en tout cas, défend une certaine idée du patriarcat, même de façon économique. Par exemple, on a le tueur d'une femme en Colombie. Il était proche du pouvoir. Le pouvoir était fondamentalement masculiniste, mais il adhérait pas à des causes masculinistes directement, mais de fait, il était imprégné par cette idéologie-là. L'assassin de Joe Cox n'était pas profondément misogyne, il ne hurlait pas, il n'avait pas des relations problématiques avec les femmes, mais il lisait des livres qui disaient qui racontait la pendaison de centaines de femmes avec autour du cou un panneau disant « Je suis une traître à ma race ». Il était raciste, fondamentalement raciste, antisémite, mais de fait, il était imprégné de misogynie. Donc, on peut pas dire que tous étaient masculinistes, mais il faut savoir où ça s'arrête, où ça commence le masculinisme. C'est ça qui est vraiment compliqué. Et puis, dans le cas de Hélène disait, parfois on n'identifie pas les personnes parce qu'aussi, parfois, les tueurs, c'était 2 hommes à moto. Ouais. C'était deux types arrivés en voiture qui sortent leurs armes et repartent, parce que c'est sans doute des personnes qui ont été recrutées pour faire ça. Recrutées par qui? Peut-être des masculinistes, peut-être juste des industries, peut-être, enfin... Malheureusement, les enquêtes ne sont pas menées, donc dur de savoir. Il y a Liolio qui dit « Je trouve qu'on se posait la même question avec les féminicides. Avant, on ne disait pas que l'homme avait assassiné la femme parce que trop d'amour. Elle voulait le quitter, etc. » La société et donc la justice a modifié un peu son regard sous la pression des mouvements féministes. Je pense que c'est un des plus beaux objectifs du projet, en fait. On propose aux gens de chausser leurs lunettes de genre à chaque fois qu'ils vont regarder un meurtre d'une femme activiste, en fait. Si on peut juste réussir à faire ça, c'est-à-dire, voilà, il y a telle femme qui a été tuée, peut-être que c'était pas juste un fou dans un coin, peut-être que derrière il y avait ça, peut-être que elle n'a pas juste été tuée pour ses positions antiracistes. Chaussez vos lunettes de genre et regardez en fait ce meurtre différemment. Et donc du coup, voilà, exactement. Je voilà pense les que amis, les gars, hein, voilà. Je chausse mes lunettes de genre, j'ai fait ça comme ça maintenant. Alors, juste une toute petite précision, c'est pas grave, mais c'est une subtilité. En fait, c'est Kaof qui répondait à Liolo. J'ai bien compris que Liolo c'était un peu votre préféré là aujourd'hui. En fait, c'est Kaof, donc Caroline, qui répondait en fait à Liolo. Voilà. Non, oui, c'est un peu compliqué. Il est parti tout en haut. Alors du coup, on peut pas le voir. En plus, on peut pas scroller parce que c'est toi qui as les commandes. Donc du coup, on peut pas aller voir les petites questions au-dessus. Ah merde. Voilà. J'ai enquête approfondie sur les réseaux et milieux incels misogynes sur Internet, sachant que dans la plupart des actes de terroristes féminicides, on établit souvent un lien entre le terroriste et ses réseaux. Est-ce que toi, c'était un gars isolé, hein, Anne-Laure, non? Oui, j'ai interviewé une sociologue qui a travaillé sur le terrorisme misogyne, Karen Gentry, c'est son nom, c'est une anglaise, et justement, elle parlait des incels, du mouvement des incels, qui est quand même quelque chose d'assez récent,
Apparemment, Polytechnique aurait été une des premières occurrences de cette pensée misogyne et de ce terrorisme misogyne. Et elle a fait en fait une étude aux États-Unis, et Suzanne Faludi aussi a travaillé là-dessus, sur ces fameux loups solitaires, comme on dit, qui ont envie de se venger des femmes qui les rejettent. Encore une fois, il y a tout un récit un peu romanticisé autour de cette haine-là et dépolitisé à mon sens, et au sens d'ailleurs de Suzanne Faludi. Mais il y a énormément, en effet, d'attentats misogynes qui sont perpétrés, et en particulier aux États-Unis. Pardon. Aux États-Unis, Suzanne Faludi a travaillé, par exemple, sur les conséquences du 11 septembre, sur la pensée, sur la virilité en fait américaine. Et elle a étudié en quoi cet attentat, cette attaque de l'extérieur sur l'intérieur a été perçu par les hommes. Et selon elle, c'est l'origine de la multiplication des attentats incel, en fait. Et surtout, ça a provoqué en fait chez les hommes américains, certains hommes américains, évidemment pas tous, l'envie de se protéger de l'extérieur. Et selon elle, le Brexit a eu les mêmes conséquences. Elle n'était pas étonnée, malheureusement, de voir ce qui était arrivé à Jo Cox. Il faut se défendre de la violence extérieure qui arrive, et en tant qu'homme, parce que la société nous dit qu'on est des soldats, des guerriers, c'est comme ça qu'on peut défendre notre pays, défendre nos femmes. Et parce que c'est vraiment comme ça que ces personnes pensent. Il faut défendre nos femmes contre les violeurs extérieurs, donc les hommes non blancs qui pourraient arriver sur le territoire. Et de fait, défendre nos femmes devient très vite les assassiner, parce qu'elles sont des femmes qui nous menacent. Enfin, du coup, c'est incel, c'est les célibataires involontaires, c'est ça, hein, oui, c'est-à-dire les gars qui sont tout seuls et qui en veulent aux femmes de la terre entière, quoi, ou à la terre entière des femmes, ou je sais pas comment on pourrait dire, mais voilà. C'est de leur faute s'ils sont seuls, voilà, c'est ça. Il y avait une autre question qui s'est envolée là-haut, en fait, qui était aussi intéressante. Je ne sais plus qui l'a posée, malheureusement, si c'était Liolio ou quelqu'un d'autre. Mais c'était lui, sans doute. Hein. Alors, peut-être, je ne sais pas. C'était quoi la question? Tu te souviens pas? La question c'était, est-ce qu'on n'était pas contente parce qu'en fait notre enquête était sortie dans la discrétion comparée, et on nous donnait un autre scoop bizarre. Alors c'est Nat Lagitane, le fait que cette enquête soit inédite, parce qu'en fait, figure-toi qu'il y a deux modératrices hors pair ici, Jessie et Eurial, et Jessie, elle me remonte les questions dans une petite application. C'est pour ça que moi je les ai toujours à l'écran, voilà, les plus pertinentes, on va dire. Alors donc je peux citer Nat Lagitane. Et je profite d'avoir le micro 2 secondes pour dire que tous les liens qui sont donnés dans le chat par Eurial seront effectivement après l'émission sur le site auposte.fr, voilà, quand vous pourrez voir la rediffusion. Donc Nat Lagitane nous disait le fait que cette enquête soit inédite en 2023 et qu'elle arrive dans une relative indifférence, je veux dire, dès que, alors je sais pas qui c'est, Pauline Groll met un tir à Mélenchon, il y a 400 commentaires en 2 heures, pensez-vous que ça dit quelque chose de notre société? Faites-vous un lien entre l'objet de votre enquête et son contexte, y compris vos difficultés de financement? Ah, mais complètement. Enfin, je pense qu'on savait, enfin, notre enquête, c'est une première pierre. Je pense que c'est quelque chose qui est encore pas accepté peut-être par les gens. Je pense que personne identifie un peu le truc, se dit est-ce que c'est encore une enquête sur le féminicide intime? Enfin, on est dans une incompréhension, et on a un travail de pédagogie qu'on essaye de faire au maximum, et merci de nous inviter pour essayer de l'expliquer. Mais en fait, c'est vraiment qu'une première pierre, et on vous invite à vous inscrire à notre newsletter. D'ailleurs, si vous voulez continuer à suivre les avancées du projet, les différents épisodes et tout ce qu'on essaye d'expliquer par ailleurs. Mais effectivement, on ne s'attendait pas à faire le scoop international en 2 secondes, parce que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on explique et qu'on convainque, et on espère par la force des faits, parce qu'on... Et juste pour revenir au financement, pour nous, ça a été un véritable combat, en fait. C'est-à-dire qu'on nous a renvoyé en permanence le fait qu'on était des militantes. C'est-à-dire que
Enfin, alors que ça fait 15 ans qu'on est journaliste, que dans aucun des sujets qu'on fait, moi-même, je travaille pas mal, je fais pas mal d'enquêtes, etc. Personne me dit que je suis militante quand je travaille sur un Valeurs espagnol. actuelles. Non, je déconne. Non. Ça y est, la rumeur est lancée. Ça y est, Waouh. Voilà, mais là, sous info, non. les Oh, le financeurs truc. vous répondez ça, c'est-à-dire que pourtant, on a un CV clairement de journaliste, il n'y a pas écrit qu'on est militante ou je sais pas quoi, mais qu'à chaque fois qu'on faisait une demande de financement à des bourses journalistiques, on nous disait non, c'est militant. Donc effectivement, on s'attend à devoir faire ce travail d'explication et de montrer que c'est pas parce qu'on travaille sur un sujet qui concerne des femmes, donc la moitié de la population, que on peut pas être journaliste d'enquête en fait. Et militante aussi, éventuellement. C'est ça, mais c'est pas l'objet. Bah, d'ailleurs, il y a des journalistes dans notre base de données, hein, donc. Eh oui. Parce que pour pas mal d'ONG, pour l'ONU, des journalistes peuvent être considérés comme défenseuses des droits. Donc c'est pas incompatible et c'était assez déstabilisant de construire un dossier de bourse et d'avoir ouais mais bon quand même ce que vous dites c'est pas vraiment du journalisme, hein, c'est pas vraiment de l'enquête, c'est plutôt du militantisme. Ok, bon. Mais est-ce que je me fais l'avocat du diable, parce que j'aime bien ça. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi cette forme de journalisme assez récente et très moderne qui consiste à dire on va faire des tableaux, on va faire des bases de données, on va faire de la data visualisation qui donne cet effet à ces gens-là, peut-être vieux croutons, que on n'est pas dans l'enquête classique mais dans une mise en scène qui est différente et qui pour eux s'apparente plus à un bilan ou quoi que ce soit et donc serait étranger à la noble aux nobles vertus du journalisme du 19e siècle. Ouais, mais du coup, les données, ça a toujours été la base du journalisme, Ouais. que ce soit des tableaux Excel ou des compilations de témoignages, aller sur le terrain. Enfin, bon, ok, nous on était derrière notre ordinateur, mais c'était notre terrain, notre ordinateur, et puis on a complété par ailleurs sur le terrain, littéralement. Je sais pas. Et puis, la question de la data, c'est un pilier de l'enquête, mais il y a d'autres piliers en fait. Il y a un nombre incompréhensible d'ONG, de spécialistes, de chercheuses qui ont été interviewées à travers le monde. Enfin, c'était ça plus le terrain. On est vraiment dans les 3 piliers classiques. Non, mais vraiment le sujet. Pour eux, ça n'allait pas en fait. Mais je pense aussi que c'est le fait qu'on soit pas adoubé. Si on était le monde, où rien qu'une équipe d'hommes et de journalistes qui ont, je sais pas, publié chez Fayard. Vous êtes des journalistes qui avaient publié chez Fayard. Oui, mais on est des femmes, on est indépendantes, on appartient à un collectif de pigistes. Je pense que c'est moins crédible pour les huiles, en gros, que d'appartenir à un grand média et d'avoir... Bon, là vous êtes quand même... Vous avez été mis en lumière en une de Mediapart. Vous êtes adoubé par Au Poste. Hein, donc c'est bon. Ça, c'est vrai. Donc c'est bon. On a réussi. Là, c'est bon, là. Ça, c'est vrai. Là, vous avez l'arrière-garde et l'avant-garde. Dans nos dossiers, je pense aussi que parce qu'on s'est jamais caché d'avoir de l'ambition et de travailler en collectif, et je crois que ça fait peur parce que, en tout cas pour les bourses, on a postulé à des bourses européennes notamment, et je crois qu'il y avait quelque chose quand on attribue les bourses en journalisme, ils veulent savoir qu'on va pouvoir le faire. En tout cas dans leur tête, ils se projettent sur ok, ça va être faisable. Et je pense que nous, notre sujet, comme on s'en est pas caché, genre personne ne l'a fait, on fait un truc énorme, on va pas se mentir. Et je pense que ça leur a fait peur et que c'est pour ça que c'était là, bon, on va leur donner 3 sous, mais elles vont jamais y arriver. Enfin, c'est pas possible, quoi. Moi, j'ai eu ce sentiment-là un peu aussi. Plus le fait qu'on nous a clairement dit que c'était militant et que du coup, c'était pas du journalisme. Ah, c'était écrit noir sur blanc qu'on était militants. Oui. Ça, c'était... Le retour des bourses, c'était militant, c'était pas journalistique, ok. Et vous adossez à une ONG, ce serait pas possible ? Alors, il y a Frontline Defenders qui a voulu être partenaire du projet. Donc, Frontline Defenders qui travaille sur les défenseurs des droits humains.
Ouais. On a proposé à d'autres notamment, mais après, effectivement, nous, on veut être maître du contenu. Le contenu, il est journalistique et donc, du coup, les partenariats doivent être vraiment ciblés. Mais effectivement, on a pensé aussi à ça parce que dans notre quête permanente d'argent, pour pouvoir financer le travail journalistique et potentiellement un jour un site internet, ça a été une des questions qui s'est posée, mais encore une fois, je sais pas, ça n'a pas marché. Ouais, et Frontline ne nous donne pas d'argent, hein. On n'a pas reçu d'argent de Frontline Defenders, on leur a montré le travail quasi terminé et on leur a dit voilà, et en plus vous avez été une de nos sources principales pour la collecte d'informations et on leur a dit c'est une façon aussi de vous rendre visible et vous nous soutenez parce que si vous considérez que ce qu'on a fait ça vaut votre soutien et donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont là. Mais ils ne nous donnent pas d'argent. Et on y a pensé, hein, on avait dans la recherche de financement vraiment, on s'est transformé parce que déjà en tant que pigiste, on a l'habitude d'aller vendre, d'aller proposer nos sujets aux rédactions et d'essayer de les convaincre pour qu'ils nous achètent le papier. Et là, on est allé voir vraiment tout le monde potentiel qui pourrait nous soutenir. Et donc à la fin, c'est ceux qu'on a cités au début. On a quand même obtenu un petit peu et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est là et ça c'est cool. Voilà, et avec les premiers travaux que là vous avez publiés, peut-être que l'obligation de résultat, vous l'avez déjà et peut-être que les bourses seront plus accueillantes à la prochaine, au prochain dépôt. En tout cas, c'est tout. Et puis, tu vas nous donner des conseils aussi, David, hein, parce que globalement, tu es quand même assez fort à faire ça, non? À développer tes propres projets, quand personne n'y croit, etc. Enfin, tu vois, c'est globalement... Le café. Le café. Vous, je sens que c'est plutôt du thé parce que ça arrête pas de... Voilà. Moi, j'en ai plus. D'ailleurs, je crois que je vais vous laisser avec le chat pour aller me chercher du café. Non, mais... Attends. Anne-Laure qui est toujours là. Hop. Oh là là. Moi aussi, c'est du café. Ah, c'est du café, bien. Attendez. Alors, Allez-y, la meilleure tasse, hein, franchement. Toutes les trois, allez-y. Ah, mais moi, j'ai le... YouPress, j'ai eu peur. Attends. Ah oui, c'est bien. Mais moi, là. c'est juste le marché de Noël de... Attends, c'est difficile de centrer, c'est un métier. Là, c'est bien. Ok. Voilà, YouPress, parce que du coup, à un moment donné aussi, il a vendu des tasses pour financer l'association. On en est là. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, éco-fabriqué. C'est-à-dire ça veut dire quoi, éco-fabriqué? C'est-à-dire qu'on a sélectionné, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mes collègues, des gens qui n'exploitent pas des gens, qui se payent correctement, etc. Voilà, donc c'était des tasses YouPress vendues. Mais notamment d'ailleurs au festival de BIP. J'ai deux questions qui sont plus personnelles sur ce seraient les dernières, à moins que le chat en ait d'autres. C'est d'abord, quand on répertorie tous ces cas, quelle émotion on ressent? Et est-ce que vous êtes préparé à des coups de mou psychologiques, à des choses comme ça, quoi? Ouais, mais on a... Ah oui, c'est moins drôle d'un coup, là. C'est moins drôle que les tasses. Ouais. On sourit plus. Avec Ouyata, d'ailleurs, on en a parlé dans une des newsletters, si vous voulez. C'est très dur. Moi, j'avais déjà travaillé sur les violences sexuelles, donc je savais déjà que c'est des sujets difficiles, mais là, j'avais jamais passé mes journées à aller chercher des informations sur des femmes mortes, assassinées, et de devoir aller vraiment fouiller la façon dont elles ont été tuées, parfois tomber sur des enregistrements où c'est 2 jours avant, elles sont
à se filmer en disant aidez-moi, je suis menacée de mort, je vais mourir, quoi, littéralement. Et puis en fait, toi, tu es en train de remplir ton tableau en disant bah oui, t'es bien morte. Mais là, par exemple, moi, j'en ai fait des cauchemars. Ouais, des cauchemars, beaucoup de cauchemars. J'ai pleuré devant mon ordinateur. Rugiata, elle raconte qu'elle insultait son ordinateur aussi, donc moi aussi. Hein, il m'est arrivé de vraiment. On passe par beaucoup d'émotions. C'est encore un peu difficile parce que, en fait, il y a le côté récolte de l'information, puis après on doit, pour être certaine, il y a le fact-checking, donc on est obligé de repasser. Il y a des cas sur lesquels on est repassé 3, 4, 5 fois, et puis parfois on doit les écarter, certaines, parce que on se rend compte que c'est hors période, ou elles ont finalement pas été assassinées. On a suffisamment de preuves que c'était pas lié à leur militantisme, et donc il y a ce côté genre. Ok, donc en fait, il y avait déjà pas beaucoup de monde qui s'intéressait à toi. Là, je t'ai devant moi, j'ai quelque chose à faire avec ton histoire, mais là tout de suite, je peux encore rien en faire, donc je te remets de côté. Et ça a été vraiment hyper douloureux à vivre. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas mesuré. En fait, les personnes qui sont allées sur le terrain sont pas forcément les personnes qui ont fait la base de données. Et en fait, le fait d'être sur le terrain, c'est-à-dire de voir ces guerrières en face de nous, c'est un moment d'énergie incroyable, en fait. C'est-à-dire que ça permet de rééquilibrer, en fait, le trauma de travailler effectivement sur des situations terribles, des images aussi, enfin une exposition aux images qui est répétée, etc. Le fait d'aller sur le terrain, de voir comment est-ce qu'elle travaille, de voir, enfin, elle suscite l'admiration, en fait, de voir comment elle se relève, de voir comment est-ce qu'il y a des femmes qui reprennent le flambeau, enfin toute cette énergie-là, en fait, elle existe moins quand on va pas qu'on va pas dans la réalité du terrain. Et je pense qu'effectivement ça, on n'a peut-être pas mesuré cette histoire au départ, qu'on a réparti en fait les tâches entre nous. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet article incroyable des éditeurs de l'AFP au moment de la guerre en Syrie. Oui. Donc du coup, c'était des éditeurs photos de l'AFP qui recevaient des images à répétition horribles de la guerre en Syrie, des tortures effectuées dans les prisons de Bachar al-Assad, etc. Et qui à un moment donné ont fait un burn-out en fait de voir ces images et ont développé un syndrome du choc post-traumatique, donc PTSD qu'on dit, normalement qui est réservé aux personnes qui sont exposées dans la vraie vie, donc IRL, à ce genre à la mort en fait. Et donc du coup ils l'avaient développé à force de voir des images et qui derrière leur ordinateur. Et donc du coup moi quand Rugi et Molmol m'ont raconté ça, et ça m'a tout de suite évoqué ça. Et voilà. Et donc je pense que ça, on y pensera la prochaine fois pour équilibrer ce genre de travail. Ouais, et par ailleurs, tout à l'heure, il y a une personne sur le chat qui disait apathie, le journalisme de bureau. Je pense que c'est quelqu'un qui ne connaît pas le métier de journaliste, parce que déjà, le journalisme, déjà les fact-checkers, les secrétaires de rédaction sont des journalistes qui doivent se taper de vérifier toutes les informations et par ailleurs, voilà. Et le travail de data que Hélène et Rugiata ont fait, c'est le travail le plus proche du terrain, en fait. C'est celles qui ont été le plus au contact du terrain entre nous et qui ont subi le plus les effets. Et par ailleurs, aussi, je parle de mon cas, mais me taper à lire tous les livres d'extrême droite qui étaient dans la bibliothèque de l'assassin, c'est assez atroce en fait. Hein. On fait des cauchemars, pareil, et on se dit que tout ça est bien présent en fait, malgré ce qu'on croit. Et oui, se retrouver sur le terrain, oui, parfois, des fois, par exemple dans mon cas, je me suis retrouvée face à du désintérêt. Enfin, les gens n'ont plus envie d'entendre parler de cette femme assassinée devant la bibliothèque. Et c'est vrai que ça peut mettre en colère. Et quand on voit aujourd'hui que l'histoire sort, c'est un sentiment mêlé de tristesse et de soulagement. De tristesse parce qu'on se dit certaines personnes n'ont pas envie de les lire, ces histoires.
Ils ont envie de laisser couler. Donc c'est pour ça que ce soit en une, on est contente qu'ils ne puissent pas échapper à ça. Enfin, beaucoup de gens vont y échapper malheureusement. Mais... Enfin, en tout cas, les personnes qui rentrent sur le site de VIP. Alors, pour ceux qui peuvent, parce que tout le monde ne peut pas, les temps sont durs, mais pour ceux qui peuvent, faites un petit don. Comme le slogan anarchiste, chacun ses moyens, chacun ses besoins. Mais ça fait aussi du bien de savoir qu'après une émission, dans la journée, il y a un peu d'argent, il y a un peu de carburant qui arrive, quoi. Merci beaucoup pour ce travail et la super présentation de ce matin. À toi, en fait. Merci pour ton travail aussi. Merci pour Magasin Général, je tiens à le dire. Merci. Les amis, si vous pouvez donner de l'argent pour Magasin Général. Voilà. Donc, un livre. Non, mais Magasin Général, c'est fini, ça. Maintenant, c'est au poste. Ouais, mais... Imagine, tu dis à Planète, abonnez-vous au Monde. Il va être content. Bon, merci à toutes les trois. Amis de la police, du café, de la tendresse utopiste et des streams sérieusement libres, mille merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Au-Poste. Féminicide politique dans le monde, des centaines de victimes, les révélations de femmes à abattre. Merci aux immenses modos de la paix et Ed Techno, Eurial, Jessie, Robin, Olivier. Merci à la folle équipe du site auposte.fr et à Blastos pour le partenariat.